Merci Nadine, merci à tout ILO pour l'invitation. Donc on va passer une petite heure, c'est ça, ensemble. Oui. Et j'essaierai donc de partager avec vous ce qui est peut-être une relation un peu turbulente à la discipline, euh, cette discipline qu'est l'architecture et une relation dont le parti pris est, je crois, de challenger un peu le paradigme du profit, le paradigme capitaliste qui est devenu aujourd'hui le logiciel du monde. Et, euh, et pour essayer de résumer cette posture en un seul mot, je n'ai rien trouvé d'autre donc que ce nom de néo-vernaculaire que j'espère vous aurez un tout petit peu cerné à la fin de cette présentation, puisque je vais essayer de vous présenter, mais vraiment en vrac, tout un tas d'initiatives, de concepts, de projets qui ont donc cette éthique pour lien, pour commun. Donc, alors ce sera pas une présentation classique, ça va être plutôt une causerie. Et sous certains aspects, mon visuel que je vais partager maintenant aura beaucoup plus l'effet d'un album de souvenirs que d'une présentation classique telle on l'envisage généralement pour ce type d'exercice. Alors, je vais partager mon écran. C'est ça. Dites-moi s'il vous plaît si vous l'avez. Oui, on l'a. Impeccable. Merci, merci. Donc, vous savez tous qu'en tant qu'architecte, nous avons relativement une responsabilité dans les dérèglements qui sont ceux de notre temps, pas seulement parce que nous sommes des principaux acteurs d'une industrie qui est une des plus polluantes, une des plus agressives pour euh, pour la biodiversité, une des plus prédatrices aussi pour les ressources, etc. Mais aussi parce que souvent notre pratique peut confiner, à enfermer les gens dans des stéréotypes de consommation ou des stéréotypes de vie, ce qui revient pour les architectes que nous sommes à prescrire un futur qui pourrait ressembler à une prison. Et tout l'effort aujourd'hui est, il me semble, justement de challenger la stabilité du concept. Parce que il me semble qu'un des maux dont nous souffrons aujourd'hui, c'est cette sorte de foi que nous avons dans la stabilité des concepts. On considère que l'ensemble des éléments qui constituent notre sens ou notre compréhension des choses est stable et qu'il ne peut pas être challengé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le paradigme pèse d'un poids assez inédit sur notre génération et on doute de la capacité, on ne s'autorise même pas généralement à le remettre en question. C'est aussi, je crois, parce que nous sommes pour beaucoup des sociétés humaines aujourd'hui dirigées par des techniciens et ce n'est pas la fonction des techniciens de challenger le paradigme. Le technicien est très bon pour essayer de se démerder avec le paradigme et essayer de trouver des solutions, mais en restant un peu enclos ou engoncé dans le paradigme. Ce qui n'est pas le cas du créatif. Le créatif, lui, quand le paradigme lui-même est défaillant, devrait être cette personne qui s'autorise à créer carrément une autre réalité conceptuelle de substitution à celle qui est défaillante. Et je pense donc que l'effort à produire chez les architectes aujourd'hui pour être résistant un peu de cette situation, de cette misère générale que nous connaissons, qu'elle soit économique, écologique,
philosophique, etc. Et donc d'investir de plus en plus son statut de créatif. Il y a quelques jours, je visitais la Biennale d'architecture de Rotterdam et eux, ils ont fait un très joli travail pour essayer d'isoler trois grandes postures qui pourraient être celles de l'architecte qui veut résister. Et les catégories ou les postures qu'ils ont identifiées sont les suivantes. Donc, l'accélérateur, l'activiste et l'ancêtre. Alors, l'accélérateur, c'est celui qui n'a pas perdu foi dans les institutions. Il épouse la doxa, mais il est exigeant envers elle. Il lui demande beaucoup plus. Il l'amène à identifier lui-même ses potentiels entre guillemets inexploités et il le force à l'investir. Et donc, l'accélérateur est, pour ainsi dire, quelqu'un qui est un être de foi, en quelque sorte. Ensuite vient l'activiste. Alors, l'activiste, lui, a complètement perdu la foi dans les institutions où il s'en méfie. Et donc, il explore des chemins un peu buissonniers et des chemins de désobéissance qui lui semblent être les meilleurs, hein, soit pour aller plus vite ou pour faire mieux. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'autorise pas, qui n'est pas du tout en religion, qui ne s'autorise pas à challenger l'ordre et à explorer des territoires qui pourraient paraître tout à fait inédits, y compris dans la méthode. Ensuite, donc, l'ancêtre. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ancêtre? L'ancêtre, c'est quelqu'un qui est un peu dans la 16. Il a foi, lui, mais essentiellement dans le modeste, dans le traditionnel, dans l'ancien. Et c'est quelqu'un qui habite, pour ainsi dire, le passé, et il préfère donc puiser dans une sorte de passéisme ou d'état un peu idéal des solutions donc pour son époque. Alors, votre instinct ou votre intuition, je le sais, vous dit certainement qu'en réalité, il faudrait être un peu détroit aujourd'hui pour adresser les problèmes qui sont ceux de notre temps. Et c'est un peu la prétention de ce que j'appelle néo-vernaculaire et qui, moi, me porte depuis une vingtaine d'années. C'est cette idée que, effectivement, on subit le poids des concepts et on peut même se retrouver complètement sidéré en face de cette sorte d'importance qu'a le paradigme, tant qu'on est dans le présent et qu'on est pris dans l'urgence et dans le cycle des urgences du présent. Mais que dès qu'on s'autorise à plutôt regarder le passé, qui est, lui, une temporalité beaucoup plus paisible, sur lequel on a assez de recul donc pour, de façon complètement dépassionnée, tirer des leçons, on peut être beaucoup plus du coup, oui, apaiser et projeter plus facilement un futur qui, lui, est complètement à définir. Et ce faisant, on devrait donc s'autoriser, comme le fait l'activiste, à bousculer l'ordre. Je trouve cela très drôle que je n'arrête pas de dire de bousculer l'ordre alors que je suis invité par l'ordre des architectes. Mais c'est donc cette posture qui complète un peu celle de l'ancêtre et donc être aussi accélérateur, c'est ce qui fait en guillemets le néo dans néo-vernaculaire, c'est-à-dire que on ne s'interdit pas du moment où il propose du potentiel à la fois de disruption ou de questionnement, d'embrasser complètement des signaux qui sont très contemporains et qui pour l'instant sont seulement pas assez exploités ou pas exploités au bon lieu
les institutions ou le système dont nous dépendons. Alors, c'est un peu cela le vernaculaire, si je devais faire l'effort de le définir par un détour du côté donc de Rotterdam et de cette exposition très belle que je vous invite à aller voir si vous pouvez. Mais ce qui distingue réellement ce que j'appelle l'approche néo-vernaculaire, c'est dans le titre, c'est cette sorte d'attention au territoire, au local, au potentiel très localisé, aux ressources du cru, aux dynamiques du lieu, ce qu'on appelle aussi en anthropologie le génie du lieu, etc. Alors, je ne suis pas vraiment original dans cette démarche-là et j'aimerais, pour commencer, juste vous dire au bout de quelle corde je tisse en vous présentant donc ces deux figures qui sont un peu les, euh, les pères renaissants de l'architecture africaine pour moi. Donc Hassan Fati, qui est un architecte égyptien qui, dans les années 40, a redécouvert une technique qu'on a appelée ensuite de la voûte et des coupoles nubiennes, qui est une vieille technique utilisée notamment dans certaines parties du Ramessoum, le palais d'1 million de vies du pharaon Ramsès II, notamment dans les greniers, qui est donc une technique qui permet de faire des structures courbes et notamment des toits en terre en se passant de coffrage, de tout élément d'étayage, etc., qui est donc une technique qui est idéale pour construire dans des régions comme le Sahel où on manque énormément de bois. Et Hassan Fati a fait un livre qui moi, m'a chamboulé quand j'étais étudiant en architecture, qui s'appelle Construire avec le peuple, qui est ce bouquin qui m'a amené à m'inscrire aussi en anthropologie et donc à considérer qu'en tant qu'architecte, on n'avait pas, on, on traînait en quelque sorte des angles morts dans cette prétention qu'on avait de projeter des espaces supports de façon de vivre et qu'en réalité, il fallait avoir une observation un peu plus fine des subtilités, des façons très originales dont les sociétés humaines concevaient la vie. La deuxième figure, c'est Fabrizio Carola, qui lui est un architecte italien qu'on a perdu il y a quelques années, qui a beaucoup construit en Mauritanie, au Mali, un peu au Niger, je crois, et qui a radicalisé donc lui cette technique des voûtes et coupoles nubiennes, surtout de la coupole, en proposant des réponses très 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 intéressantes, pratiquement zéro ciment dans ces édifices. Carola a pour sa part été mon maître puisque j'ai eu la chance de le côtoyer sur une certaine durée. Et donc, ce sont là, globalement, quelques pionniers de ce que j'appelle le néo-vernaculaire. Mais vous le comprendrez très vite, des façons de faire, des systèmes constructifs qui ont leurs limites. Là, par exemple, je vous ai présenté un projet de Lomé, qui est une bibliothèque numérique, un autre projet à Lomé d'une villa, toujours en voûte et coupole nubien. Et la limite dont je parlais, c'est que vous pouvez faire du nubien, mais vous restez quand même, entre guillemets, tributaire ou assez dépendant d'une logique de construction, on va dire industrielle, et de façon de projeter sur des plans quadrangulaires. Ce qui n'est pas cette sorte de corset, ce qu'est la façon de faire traditionnelle des Africains. L'architecture traditionnelle africaine est relativement libre sur le plan de la forme. Et donc, cette technique du vernaculaire me
cette technique de la voûte et coupole nubienne, déjà, moi, me présentait énormément de limites par rapport à cette envie de faire à partir des ressources du lieu, de faire avec les gens eux-mêmes en restant dans leur, dans leur éthique, en exploitant leurs canons, etc. etc. Et donc, pour échapper à cette sorte de contrainte déjà industrielle, même si par le matériau mobilisé, on buissonne déjà là quelque peu le lobby ciment. La seule solution, c'est ce que je fais dans ce projet-ci qui est de 2006. C'est mon tout premier projet d'architecture que j'ai mené quand j'étais encore étudiant, de construire avec sur un plan qui est le plan traditionnel, avec un matériau qui n'est même pas légèrement stabilisé, etc. Et là, vous retrouvez cette liberté de forme et cette magie, notamment du matériau terre, pour faire des choses assez intéressantes. Même si sur ce bâtiment-ci, comme vous pouvez le voir, on a quand même mobilisé du béton. Donc, c'est une construction en matériaux mixtes, comme on le disait à l'époque. Je ne sais plus si ça se dit maintenant. Et donc, on a joué, puisque le béton était nécessaire quand même pour atteindre des performances qu'on n'aurait pas pu atteindre sans cela. On a joué sur cette sorte de magie par contraste que vous obtenez quand vous additionnez le béton, matériau très, très, très masculin, très grec, avec la terre qui est beaucoup plus animiste, beaucoup plus féminin, etc. Et donc, c'est ce chantier-ci, un chantier en pays Tamberma. Je parlerai, je crois, beaucoup des Tamberma par la suite. C'est une population qu'on retrouve au nord du Togo et du Bénin. Ça fait partie de ces populations qu'on a longtemps, euh, dans la littérature, traité de paléonégritique pour dire qu'ils n'auraient pas du tout évolué dans le temps, qu'ils seraient restés encore comme aux tout premiers âges, parce qu'ils ont encore quelques-unes, c'est surtout les femmes, délabrées euh, euh, ou parce que ils se baladent nus ou semi-nus à certains moments de la journée, etc. Et donc, c'était pour moi complètement un chamboulement à l'âge que j'avais, d'avoir ce privilège d'aller travailler avec les Tambermans et d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus sublimé, mais par rapport à ce qui est leur savoir-faire et ce que sont les ressources locales. Ce qui est une posture qui vous oblige à beaucoup d'écoute, à essayer de comprendre le plan traditionnel, comprendre les modes de vie, euh, être à l'écoute des anciens, notamment ceux que là-bas on appelle des écoutries. Et vous vous rendez compte que la maison, pas seulement en Afrique, mais dans beaucoup de, de structures de sociétés traditionnelles, est un fait social dans le sens où la maison est produite par la société. Chez les Tambermans, quand quelqu'un doit construire, c'est tout le village qui vient, qui se rassemble et qui fait la maison d'un individu, et à tour de rôle, et ce qui fait que la maison en réalité n'appartient à personne, elle appartient à tout le monde. Les portes sont ouvertes à tout moment pour tout le monde, puisque ce n'est pas un acte qu'on peut performer tout seul et on est dépendant du groupe donc pour cette réalisation, et ça prescrit une certaine éthique, un certain mode de vie. Je me suis attardé sur cet aspect chez les Tamberma parce que ça va revenir après. Vous comprendrez que le challenge du néo-vernaculaire, en réalité, quand je dis que le néo-vernaculaire ne s'interdit pas d'absorber des signaux, y compris des signaux tout à fait contemporains, et de regarder notamment vers les nouvelles technologies, l'enjeu est de voir comment, tout en digérant les nouvelles technologies, les technologies du digital notamment, vous ne passez pas par perte et profit tout le potentiel du social et la capacité que la structure sociale, qui est aussi une technologie, a
à régler certains problèmes. Mais pour finir, juste les Timbermans, là aussi, vous voyez quelle peut être la limite, même si on sort un peu du carcan industriel et des formes traditionnelles, la limite est celle de l'échelle. Et donc, vous pouvez faire un geste architectural. On en a passé beaucoup de temps chez les Timbermans ou n'importe quelle société encore traditionnelle et faire quelque chose qui leur ressemble. Mais s'il s'agissait de produire à l'échelle, vous auriez tout de suite énormément de difficultés. Et donc, voilà donc quelques écueils au vernaculaire. Le temps. Le temps, on parle beaucoup des ressources qui se raréfient. Le temps en est. C'est une ressource dont nous manquons de plus en plus. On n'a pas le temps pour chaque projet, en réalité, d'avoir une posture d'anthropologue et d'aller passer d'abord un an en immersion dans la société avant de commencer à dessiner. L'autre enjeu, l'autre challenge du vernaculaire, c'est l'échelle. Comment produire pour de plus en plus de gens tout en gardant l'éthique. Donc, ces limites-là ou ces écueils-là que j'essaie très modestement, plus en posant des questions qu'en apportant des réponses, moi, de challenger avec donc cette petite particule néo que j'additionne à ce que je fais. Alors, donc je vais commencer à vous présenter quelques initiatives, quelques projets, et je ferai un petit test à la fin pour voir si, après tout cela, vous avez une meilleure définition que moi-même de ce que c'est que le néo-vernaculaire. Le premier projet donc, que je voudrais partager avec vous, c'est le projet UpCity, puisqu'on parlait d'échelle tout à l'heure. C'est une initiative que j'ai lancée il y a 10 ans donc pour adresser une problématique qui est celle de l'urbanité africaine et la mode des smart cities. Alors donc, vous le savez certainement. Désolé hein, pour les slides en anglais, j'ai pas eu le temps de changer tout cela. Donc, je parlais de l'urbanisation donc sur ce continent. Vous êtes certainement au courant que l'Afrique vit une urbanisation assez inédite. La population est censée doubler dans les 30 prochaines années. Et on se retrouverait dans une configuration où l'urbanisme étant dopé en quelque sorte par cette démographie, produirait des objets tout à fait nouveaux pour l'expérience humaine. On parle notamment de villes-régions. Donc d'ici, dans les 30 prochaines années, vont émerger sur le continent africain 5 des plus grandes villes du monde, ou peut-être même les 3 plus grandes villes du monde seront africains. Et c'est un humain sur 4 qui sera africain et un urbain sur 6 qui vivra dans une ville africaine. Et il faut savoir qu'à peu près les 2 tiers des infrastructures nécessaires à absorber cette démographie et cette demande de villes n'existent pas aujourd'hui. Donc le continent est en quelque sorte à un carrefour et des solutions qui seront trouvées ou des spéculations qui seront concrétisées dépendra non seulement le sort des Africains, mais le sort de l'humanité, puisque par le nombre, l'Afrique sera devenue le continent qui pèse le plus sur le destin de la planète. Et les Africains qui, pour aujourd'hui, ont une part presque marginale dans les questions de pollution ou les sujets d'habitabilité de la planète, deviendront ceux qui, par leur quotidien, leurs pratiques, très directement auront le plus d'impact sur ces sujets-là. Donc, bon, pour l'instant, les nouvelles ne sont pas bonnes. Hein. On a plutôt un urbanisme complètement débridé. Moi, je dis extraverti, puisqu'il est très porté par un fantasme, une fascination de l'Occident, et cette fascination se traduit par une sorte de culte du béton. Ici, vous avez une image de Dakar. Et en réponse à cela, le décideur, lui, fantasme la Smart City. Donc, le décideur voit le futur des villes africaines
en ville technologique. On a vu apparaître ces dernières années beaucoup de projets de Smart City sur le continent. Et il semble que pour la plupart, ils n'ont pas pris en compte les alertes que nous, notamment, nous avons commencé à lancer il y a 10 ans sur cette mode de la Smart City. Alors, j'ai élaboré énormément de critiques sur la Smart City, que ce soit en Afrique ou globalement comme concept. Je ne vais pas trop reprendre ça ici, mais vous pouvez trouver facilement sur d'autres conférences du détail de ce qui est mon grief à moi à la Smart City. Le plus important peut-être pour nous aujourd'hui, ce que j'aimerais quand même rappeler, c'est que si donc la question de l'urbanité, la question de la ville devient africaine, il faut savoir qu'il y a une autre question, effectivement, qui est urbaine, c'est celle des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies voient la ville comme leur horizon. Je dis souvent que la technologie rêve de la ville. La technologie voit dans la ville la façon de réaliser son plein potentiel. Alors, quand je parle de la technologie, là, je parle de la technologie du point de vue donc des laboratoires de la Silicon Valley et donc une relation peut-être mainstream à verrouiller sur du marchand de la technologie. Et donc, si donc ces deux horizons convergeaient ou coalisaient ou conspiraient, on aurait donc en Afrique des villes qui deviendraient une sorte de nouvelle infrastructure coloniale, puisque le capitalisme nouveau qui est celui de la donnée aura compris que en faisant des villes en Afrique, elle générait beaucoup plus de revenus qu'en vendant des devices à des individus. C'est donc un des dangers, en quelque sorte, à exorciser en relation avec la question de la Smart City en Afrique. L'autre qui peut-être nous intéresse aujourd'hui, c'est la question de la forme. C'est-à-dire que quand on parle de Smart City, et par là, ils montrent singulièrement leur inculture, les décideurs africains donc projettent ce type d'image. Ils considèrent que la Smart City, c'est forcément une vision de ville futuriste avec des matériaux encore plus problématiques que ceux avec lesquels nous avons déjà à dealer aujourd'hui. Alors qu'en réalité, si on avait une définition radicale de la Smart City, on pourrait se dire que même ceci peut être une Smart City. Parce que la Smart City, c'est la ville produite par la technologie. Et la technologie, en réalité, ne prescrit pas une forme particulière. Et une ville, sur ce modèle-là, pourrait très bien être irriguée de capteurs, habitée par des gens qui se réfèrent complètement à des plateformes ou à des applications pour tous les aspects de leur vie, de leur quotidien. Et donc, la Smart City, ce n'est pas une sorte de course en avant dans de la production de villes problématiques sur le plan de ce qu'on appelle l'anthropocène. Et pour prouver donc cela, il y a 10 ans, on a commencé à développer donc nous une alternative à la Smart City, donc ce projet Hub City, dont la fonction est de faire des Smart Cities avec les gens eux-mêmes et des Smart Cities qui sont des Smart Cities vernaculaires qui n'exigent pas que nous basculions d'une éthique de matériaux biosourcés ou disponibles localement vers des matériaux qui nous aliéneraient de plus en plus à la grande cité mondiale. Alors, comment ça fonctionne ce projet UpCity? L'idée, c'est de se dire que les technologies sont suffisamment démocratisées aujourd'hui pour que des communautés qui s'organiseraient relativement bien puissent elles-mêmes développer toutes les technologies, toutes les solutions, les devices, les applications qui leur permettent de rendre leur environnement smart. Donc, de collecter des déchets, de développer une mobilité beaucoup plus performante, d'avoir de la monnaie plus efficace, etc., etc. Et comment donc faire pour que des sociétés traditionnelles, des sociétés
vernaculaires ou des communautés de quartiers, de villes, conquièrent ce pouvoir de maîtrise de ces technologies complètement démocratisées, eh bien, en leur offrant des laboratoires. Donc, l'idée, c'est de déployer sur un territoire donné un réseau de labs sur le modèle des Fab Labs, des makerspaces, des incubateurs, etc. Et chaque lab aurait la fonction de transformer un rayon d'1 kilomètre ou de 2 kilomètres autour en un smart territoire, en développant tout type de solutions donc, qui permettent d'adresser tous les aspects de l'urbain. Un réseau social de quartier, une monnaie complémentaire digitale, une plateforme digitale qui permet de collecter les déchets, etc., etc. De sorte que plus vous itérez et plus vous créez des labs dans la ville, vous avez cette sorte de contamination par îlot, auto-smart en quelque sorte, qui font que vous avez à l'arrivée une smart city générale, mais une smart city bottom-up, dont l'ensemble des technologies n'appartiennent pas à ce qu'on appelle les big tech, Google, Facebook, etc., mais appartiennent aux gens eux-mêmes et donc des technologies de proximité, ce qui permet de mitiger relativement tous les pièges dans lesquels le technologique nous jette aujourd'hui, puisque généralement, le technologique est problématique seulement à l'échelle. Quand vous shiftez en quelque sorte l'échelle et que vous avez la prétention de vous saisir du digital pour du territoire, vous vous rendez compte que vous avez un impact plus faible sur le plan environnemental, vous avez des technologies qui sont plus soutenables, etc., etc. Donc, tout l'effort est de se désintriquer, encore une fois, à nouveau de la grande cité mondiale et de recréer donc une sorte de collectivisme des quartiers en s'appuyant sur un laboratoire au centre de chacun de ces quartiers qui permet donc de développer des technologies. C'est cette expérimentation que nous menons au Togo depuis 10 ans maintenant et qui a donné lieu à deux labs où donc dans un rayon de 2 kilomètres autour, nous essayons de déployer de la Smart City. Alors, un des aspects de ce projet, c'est qu'il fonctionne foncièrement là aussi sur une logique vernaculaire, c'est-à-dire que on fait le pari que les gens eux-mêmes des quartiers peuvent être, parce qu'ils ont un laboratoire qui leur est offert, les développeurs des technologies dont ils ont besoin. Mais pour cela, il faut donc réaliser une sorte de cohésion à l'échelle du quartier. Et là, dessus, nous regardons beaucoup au village et aux signaux ou aux astuces, aux outils que la communauté villageoise africaine notamment mobilise pour faire lien. Alors, je vais en citer deux rapidement, c'est-à-dire que vous avez dans des villages, dans des communautés traditionnelles comme ceux des Tambermans dont j'ai parlé tout à l'heure, cette capacité de faire corps qui est notamment mobilisée, comme je l'ai expliqué, pour faire du bâtiment, qui est fabriqué de façon artificielle complètement. Et c'est fabriqué en s'appuyant sur deux dispositifs qui sont des lieux et des moments. Alors, les lieux, c'est tout ce qui, sur le modèle des enclos d'initiation, permet de, entre guillemets, forcer les gens à prendre conscience de la capacité ou du potentiel social et de comprendre qu'ensemble, on fait mieux, on fait plus facilement, etc. Ce qui me fait dire que la technologie, que le social, la structure sociale est une technologie. Ensuite, vous avez des moments. Les moments, c'est tous ces rites, ces fêtes, etc., qui permettent donc de réactiver la mémoire un peu de ce qui s'est passé lors du moment d'initiation et donc de permettre à cette cohésion qui a été fabriquée presque de façon artificielle de se régénérer et d'être mis au service de la production en cohérence
d'un village. Alors, nous faisons la même chose donc avec les laboratoires dont je parle, puisqu'on les traite comme des enclos d'initiation. C'est donc des lieux qui forcent le travail collaboratif et qui forcent l'esprit de corps. Et ensuite, vous avez plein d'événements sur le modèle de rituels, etc., qui sont des barcamps, des hackathons, où donc cette éthique du social est réactivée. Et tout cela permet donc de développer plein de technologies, qui sont des technologies vraiment de proximité, dont l'ambition est d'impacter le petit territoire autour du lab. Je vais juste vous présenter un seul des projets qui ont émergé de cette expérimentation, c'est le projet Urbanatic. Donc, l'idée, c'est depuis le lab en son centre, on les appelle les Well Labs, ces laboratoires-là, d'identifier tous les espaces un peu délaissés dans le rayon de 1 ou 2 km autour et de les transformer en potager pour faire pousser des spéculations biologiques, donc du bio. Et donc, la communauté développe une plateforme qui permet à n'importe qui, dans un rayon d'1 ou de 2 km autour, qui est dans la communauté du lab, d'offrir son terrain à exploiter ou d'aider à identifier un espace délaissé. Ces espaces donc sont valorisés et toute la production est stockée dans le lab qui est au centre de ce petit territoire, de ce petit smart quartier. Et donc, depuis cette plateforme, on peut renseigner des espaces, on peut aussi commander des produits qui viennent de ce réseau de petits jardins potagers bio. On peut offrir sa force de travail, on peut réserver les jardins, etc., etc. Et donc, c'est un projet qui permet au quartier, entre guillemets, de faire remonter un peu à la surface son potentiel de production très localisée de ressources alimentaires et par là même de créer un réseau de liens dans le quartier. Et ça, ce n'est qu'un projet, mais ce que j'aimerais dire, c'est que les autres projets donc, sont sœurs ou frères de celui-là. Il y a un autre projet, par exemple, de monnaie complémentaire. Et ben, toutes les commandes que vous faites sur le projet Urbanatic de jardin potager, vous les faites en utilisant uniquement cette monnaie-là. Il y a un autre projet de réseau social. Et ben, tous les échanges que les gens du quartier peuvent avoir, notamment en relation avec l'expertise de production de bio, se fait par ce réseau social-là. De sorte que vous avez tout un panel de solutions urbaines qui tissent entre elles et qui réalisent une smart city grassroots, une smart city vernaculaire sur lesquelles les citadins ont un minimum de contrôle. Et chacune de ces solutions, nous en faisons des startups, donc on essaie de développer un modèle économique et donc elles génèrent du revenu et permettent donc de financer le projet, d'ouvrir 2 ou 4 kilomètres plus loin un autre lab et d'essaimer ainsi de suite dans la ville. Les enfants sont très stratégiques dans ce dispositif. On a un programme dédié aux enfants, donc on forme gratuitement tous les enfants qui viendraient du périmètre d'1 ou de 2 kilomètres autour aux nouvelles technologies, en se disant que d'ici 30 ans, ce sont ces enfants-là qui feront face aux problèmes en réalité que la démographie de ce continent projette. Et s'ils sont des smart citizens, quelle que soit la taille du problème, ils auront quand même des outils pour pouvoir proposer des réponses et ne seront pas complètement désemparés et ne seront pas obligés de s'en remettre complètement à Google ou à Facebook, ce qui serait une opportunité de plus d'aliéner ces futures villes africaines à un système quasi hégémonique urbain qui désormais va être très dépendant du technologique. J'avais parlé tout à l'heure de la difficulté de passer à l'échelle avec l'architecture vernaculaire et l'intérêt que pourraient apporter les nouvelles technologies. On a un exemple ici dans cette expérimentation UpCity, un des faits
un peu marquant qu'il y a eu, qui nous a attiré beaucoup de presse, c'est l'invention de la WAFAT. C'est la toute première imprimante 3D développée en Afrique, dont la capacité ou ce qui fait son charme est qu'il est entièrement en déchets informatiques recyclés. Alors, ça permet de faire de chacun de ces labs dont je vous parle aussi une petite usine pour son rayon d'1 kilomètre autour, qui permet de produire des petits objets à l'échelle, d'être un grenier, une banque, mais aussi une usinette pour son territoire. Mais ça adresse aussi donc très directement cette question du passage à l'échelle de l'architecture vernaculaire, puisque très rapidement, une des fonctions auxquelles on a pensé pour l'imprimante 3D, c'est l'impression de maison. Et alors, vous allez tout de suite comprendre. Donc ça, c'était le premier jour de mon chantier en pays Tamberma, la cérémonie de fondation, donc où tous les aucoteries, les vieux, les sages viennent donc faire un de ces rites dont je vous ai dit que la fonction est de rappeler le corps. Et vous voyez qu'il y a un potentiel de l'impression 3D, en réalité, de nous reconnecter à ces formes africaines très libres, très courtes, très féminines, qu'on avait perdues en embrassant complètement l'architecture internationale, standardisée. Et donc, c'est un des potentiels, par exemple, du technologie, qui permet donc de faire cette sorte de boucle du passé et d'un futur en gestation pour essayer donc de faire à l'échelle et rapidement ce que permet de faire le vernaculaire et donc de ménager toute l'éthique du vernaculaire, mais dans le cadre d'ouvrages qui demain seraient d'ouvrages peut-être plus d'importance, etc. Et avec aussi le potentiel cette fois-ci c'est tout l'effort d'arracher les technologies des mains des laboratoires d'innovation uniquement sur le modèle de la Silicon Valley, de les faire passer par un filtre qui serait plutôt des laboratoires populaires de quartier. Et donc, de ménager la relation très intime qu'ont la structure sociale avec la production de bâtiments, de ne plus en faire un geste neutre comme il est dans le cadre d'une architecture industrialisée. Donc là, c'est pour montrer vraiment la proximité de l'objet imprimé avec la maison traditionnelle africaine. Donc, j'espère que vous avez été complètement sensibilisé avec ces quelques images à l'importance du fait social des lieux, mais aussi, surtout des moments festifs, des festivals, des rites, etc., dans la façon de produire en cohérence des sociétés traditionnelles. Si ces sociétés arrivent sur de la durée, à ménager cet intérêt comment dire, au moment social, c'est grâce à un autre dispositif auquel j'aimerais maintenant vous sensibiliser. Le grand problème de notre temps, et comme je vous l'ai expliqué, le fait qu'on ait basculé dans une sorte de vision du monde qui est devenue hégémonique. Cette vision du monde a une histoire. Elle est née en Europe et elle a procédé par ce que j'appelle des ruptures disorganiques. C'est-à-dire que l'homme européen a fait quelque chose de complètement contre-intuitif par rapport à l'expérience humaine, avec toute l'amplitude historique ou géographique, c'est qu'à un moment donné, il a prétendu que l'homme devait se trouver maître de la nature. Alors là, le terme exact de Descartes m'échappe, mais l'homme doit donc dominer la nature, la suggestir pour se réaliser complètement en tant qu'homme. Et donc, l'homme européen a initié quelque chose qui, encore aujourd'hui, est complètement inconcevable pour n'importe quel humain d'une société traditionnelle, c'est qu'il a
conçu la nature comme quelque chose qui pouvait être sous sa domination, alors que partout ailleurs dans le monde, dans toutes les sociétés relativement anciennes ou encore traditionnelles, on a une vision plutôt organiciste du monde dans lequel la nature est quelque chose d'indépassable, dont nous participons d'ailleurs d'abord, puisque nous ne sommes pas des êtres artificiels, nous sommes des êtres de nature, la nature déborde en nous, mais surtout la nature, le reste de ce qui est hors de nous, est quelque chose qu'on investit d'une espèce de sacré qui fait qu'il ne serait pas du tout concevable qu'on veuille la suggestion. Alors, l'homme européen a fait cette révolution pour des raisons que vous savez, hein, qui étaient tout à fait justifiées par rapport au statut de l'humain européen à l'époque. Je vous épargne les détails historiques, mais il se fait que c'est quand même là le début d'un grand chamboulement dans un processus civilisationnel au bout duquel se trouvent les problèmes auxquels nous avons à faire face aujourd'hui. Mais ce dont je vous parle là n'est que la première d'une série de ruptures. Il y eut tout de suite après une autre rupture dysorganique qui est la rupture de l'homme avec le groupe, qui est là aussi une invention européenne. C'est-à-dire que l'homme européen a modélisé le groupe, la tribu, la famille sur l'exemple de la nature, pour dire que l'homme était libéré de la nature seulement à moitié, et qu'il lui fallait aussi se libérer du groupe et donc se réaliser en tant qu'individu pour être atteindre complètement son potentiel d'humain. Donc, après le naturalisme, on a inventé l'individualisme. L'homme individu, qui est une invention européenne, a coupé dans le lien comme quelques années avant, ou pratiquement à la même période, on avait coupé dans la liane. Et donc, on a produit deux ruptures qui ont fait qu'on a complètement rompu avec des visions du monde, ce que j'appelle des cosmovisions, des visions du monde organiciste, dans lequel l'homme n'existe pas sans les autres hommes, est là en réalité pour servir les autres, et l'homme n'existe pas sans la nature et complètement au service de la nature. Et donc, cette suite de ruptures nous a fait basculer depuis un centre géographique, hein, qui est le centre européen, globalement, l'humanité entière, en quelque sorte, puisque l'Occident a exporté cette névrose à toute l'humanité, nous a fait donc basculer de vision du monde cosmovision vers une approche civilisationnelle et vers une civilisation en réalité de la séparation et vers une sorte d'éthique ou une philosophie de la séparation dont le destin semble d'aller en bout du course vers une espèce d'artificiel complètement achevé. Et c'est la même chose qui illustre un peu cette image, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec un anthropocentrisme d'inspiration typiquement européenne. C'est l'épopée moderne, hein, ça nous vient des Lumières, même s'il y a des germes de cela dès l'expérience grecque, où donc un système où l'homme donc domine tout le reste, qui contraste évidemment avec le système qui est celui de toutes les civilisations traditionnelles partout ailleurs sur la planète, dans lequel l'homme donc est noyé dans l'ensemble et se pense en responsabilité plutôt de l'ensemble que comme maître et possesseur du tout. Alors, je dis cela, je me hâte de mettre des précautions. Je ne suis pas en train d'idéaliser la société traditionnelle. Je peux vous dire qu'elle a ses propres défauts, etc. Mais sur un plan conceptuel, il faut dire que le modèle proposé par la modernité, en tout cas, l'expérience que nous en faisons est qu'elle est problématique. Et que c'est justement de ce paradigme moderne qu'il faut divorcer aujourd'hui. Et évidemment, ce que cette comparaison nous indique, c'est qu'il faudrait peut-être regarder du côté d'autres géographies, d'autres expériences
pour avoir peut-être des éléments donc pour refonder une nouvelle éthique, un nouveau paradigme avec un anthropocentrisme qui n'est pas un anthropocentrisme clivé du reste de la totalité, mais qui est un anthropocentrisme responsable et qui ne se vit pas en conflit, mais complètement tissant avec le reste de ce qu'on appelle désormais le reste du vivant. Pour aller un peu plus vers le prochain sujet, j'aimerais m'attarder un peu sur l'outil dont je parlais, qui permet de figer en quelque sorte la valeur des moments de retrouvailles, des moments de lien, la valeur des espaces de production du lien et la valeur de toute cette éthique organique d'interdépendance de chacun des éléments qui constituent le tout. Cet outil, c'est la cosmogonie. Donc, quand on dit qu'il faut divorcer du paradigme moderne, qui est un paradigme du profit, un paradigme marchand, il s'agit en réalité donc de créer une nouvelle cosmogonie, puisque c'est ce qui s'oppose très directement au paradigme du profit, donc une sorte de nouvelle charte partagée par tous dans laquelle il n'y a plus cette fois-ci de séparation, mais une vision interdépendante de chacun des éléments qui constituent la vie, y compris le réel. Et comment les cosmogonies font cela? Ils font cela dans les sociétés traditionnelles par le biais de quelque chose qui est lui aussi tombé un peu en désuétude, c'est le mythe. Et le mythe est cet outil, cet artifice qui permet de verrouiller dans le psyché des sociétés cette éthique organiciste. Et le mythe, c'est souvent une histoire, un processus narratif dont la fonction est de verrouiller, donc, encore une fois, le fait social dans le fait biosphérique. Et le fait biosphérique lui-même, de le lier, de l'intriquer très fortement dans quelque chose d'encore plus grand qui serait cosmique. De sorte que les humains qui ont cette charte ou cette cosmogonie comme référence ne pensent aucun élément isolé. Ils pensent que la partie participe du tout, le tout participe de la partie et que chaque geste peut avoir un impact global, ce qui prescrit des prudences, des précautions, etc. Mais de façon très subtile, la cosmogonie ou les cosmovisions du monde, très directement, comme dans la civilisation prescrit une architecture particulière, une littérature particulière, une musique particulière, mais la cosmogonie prescrit, elle aussi très directement, depuis le mythe, une forme architecturale, et donc, qui serait donc une cosmo-architecture, prescrit une cosmo-éthique, pour parler de philosophie, une cosmo-musique, etc., etc. Et ici, donc, on a en résumé donc, la cosmogonie égyptienne avec ce qu'on appelle l'acte du démiurge, donc Amon qui crée le monde en ouvrant la terre sur le ciel. Mais ce récit cosmique est fourni aussi très directement le plan de la maison égyptienne. Et c'est cette relation-là du mythe et du concept, avec du concept appliqué, du design, qui est peut-être la chose la plus subtile et peut-être la plus difficile à réaliser aujourd'hui, qui fait que on reste par paresse certainement engoncé dans le paradigme capitaliste du profit, parce que il faudrait des ressources de l'imaginaire, nous semble-t-il, incroyables pour imposer aujourd'hui un récit mythique qui prenne en charge les enjeux de l'humanité et qui prescrivent presque très directement des formes, y compris pour ce qui nous concerne, architecturales. Alors, le mythe, pour fonctionner souvent, participe d'un contrat entre l'humain et tous les non-humains. Et singulièrement en Afrique, ce contrat est incarné par un animal. Alors, je vous mets cette image du pangolin. J'ai fait aussi beaucoup de conférences de présentation sur le pangolin et le mythe du pangolin chez les Lélés.
ne vais pas trop m'attarder là-dessus maintenant, mais vous pouvez retrouver ces conférences très facilement. Juste pour dire que Lévi-Strauss disait qu'il y a des animaux bons à manger et il y a des animaux bons à penser. Et il semble que pendant longtemps, pour les Africains, le pangolin était un animal bon à penser, parce que le pangolin, donc beaucoup de sociétés africaines, est cette clé de voûte de beaucoup de cosmogonie et cet animal qui est garant du contrat de l'homme avec l'ensemble de la nature, puisque c'est le pangolin est le principal acteur du récit mythique, du récit civilisationnel, du récit de la création, etc. Et donc, depuis ce récit-là, on met en branle un acte de création qui s'exprime en design, en espace, etc., etc. Je vais maintenant, alors je surveille le temps, vous donner quelques exemples de comment donc le récit mythique ou la cosmogonie non seulement prend en charge une éthique, supporte une éthique, mais aussi donc se décline très singulièrement en design, en forme et en canon. Alors, j'ai fait ce travail en essayant de mettre en rapport ce qu'on appelle les architectures vernaculaires en Afrique. Donc, j'ai passé en revue deux lots principaux d'architecture. Un lot qu'on pourrait taxer des architectures de la région du lac Tchad, et un autre lot qui est celui des architectures de la région dite voltaïque. Et ce qui est apparu dans cette comparaison, c'est que les architectures africaines, qui sont donc les émanations à chaque fois donc de sociétés qui ont à leur source un mythe fondateur, une cosmogonie, qui semble être la même relativement partout, même s'il y a des adaptations. C'est d'ailleurs l'intuition qui a mobilisé cette recherche. Et bien, ces sociétés, en réalité, ont toutes la même architecture, malgré l'apparence diversité de formes. C'est même pas une apparence, il y a réellement une formidable variété de formes dans ces architectures-là, mais elles participent du même geste dans le sens où il y a des principes, des concepts éthiques qui reviennent systématiquement dans chacune de ces architectures. Et il semble que ce soit donc la cosmogonie partagée largement sur le continent qui directement inspire ces règles ou ces principes éthiques. Alors, ces principes éthiques sont pris en charge après de façon formelle relativement différemment selon le site d'installation, mais elles semblent être les mêmes. Et donc, j'en ai identifié 8, donc 8 principes d'organisation, 8 principes éthiques, mais qui sont aussi des principes d'organisation du coût spatial, dont je vais vous parler très rapidement. Mais tout ça, c'est juste pour donner un exemple de la possibilité de partir d'un discours fondamental qui aurait valeur de paradigme, de le décliner en éthique et de là de procéder à un travail purement de design et de forme. Juste avant, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut établir une relation de chacun des 8 principes dont je parle, avec une problématique qui est très contemporaine, qui est celle de notre temps aujourd'hui. C'est ça qui est d'autant plus intéressant, puisque je vais vous parler de gestation, mais la gestation, en réalité, a beaucoup à voir avec ce que nous appelons, nous, le durable. Je vais vous parler d'anthropomorphisme dans les sociétés traditionnelles africaines, mais l'anthropomorphisme prend en charge une autre, une autre éthique qui est requise aujourd'hui, qui est la responsabilité. La giration prend en charge l'équilibre, etc., etc. De sorte que si on arrivait donc à reprendre, à produire des cosmogonies, c'est-à-dire des sortes de contrats largement partagés par tous les praticiens aujourd'hui qui déploient ces éthiques-là, on aurait un outil formidable qui nous permettrait d'adresser directement les difficultés que nous avons à faire de l'architecture qui soit en réalité moderne aujourd'hui. Je dis moderne dans le sens
de ce qui prend en charge les problèmes de notre temps. Donc, je vais vous parler juste de quatre de ces principes. Le premier principe, c'est celui de la gestation, la figure de gestation. Qu'est-ce que c'est que la figure de gestation? La figure de gestation, c'est le fait qu'il y a toujours un élément qui rappelle l'accouplement, la naissance dans le bâtiment africain. Alors, c'est un principe qui est pris en charge généralement de façon symbolique, mais qui peut être aussi pris en charge très pratiquement par une organisation de l'espace. Alors, j'ai mis un exemple là en haut à gauche, qui est l'exemple de la maison Cassena au Burkina Faso. Et vous avez une forme en 8 tout en haut, qui est l'espace de la femme. Et donc, on dit que c'est une forme fœtale. Donc, l'espace de la femme a toujours cette forme un peu fœtale, qui donc rappelle l'état d'avant l'état, hein, l'état qui contient tous les potentiels. Mais le même désir dans le bâtiment africain ou la même volonté chez le constructeur africain de toujours rappeler la naissance est prise en charge chez les Dogons, par exemple, en bas à gauche, différemment, dans la coupe du bâtiment de la maison Dogon, par cette image subliminale d'une femme couchée avec un homme qui se tient au-dessus. Donc, ce sont des informations qui sont sourcées, hein, notamment chez les Dogons, cette image, ce sont des informations qu'a collectées Marcel Griot grâce au témoignage de Gauthier Méli, qui a été confirmé ensuite par de nombreux vieux sages Dogons. Mais ce n'est pas, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi en Mésoamérique, etc., etc. La maison, c'est une femme sur laquelle est couché un homme. Le toit représente l'homme et le sol représente la femme. Donc, alors pourquoi cette sorte d'obsession de toujours vouloir exprimer l'accouplement, la naissance, l'acte créatif dans le bâtiment africain? Eh bien, la figure de gestation est pour dire que, et on le dit d'ailleurs textuellement souvent en Afrique, la maison n'appartient pas seulement qu'à ceux qui sont déjà là. Et la maison appartient aussi à ceux qu'on ne connaît pas encore, pour dire qu'on fait maison pour les générations futures aussi. Donc, la maison est une sorte de contrat intergénérationnel, ce qui me semble être la meilleure définition à faire au mot de durable, hein, parce que durable, c'est produire un acte aujourd'hui qui ne contraigne pas l'avenir de ceux qui vont, enfin, qui ne contraignent pas l'existence de ceux qui vont venir après nous. Et donc, l'Africain prend en charge donc ce désir de ne pas penser la maison comme quelque chose de neutre et d'égoïste par cette façon. Là, on a deux éléments purement symboliques, quoique chez les Cassena, ça se matérialise aussi très fortement dans l'espace par l'usage du lieu, puisque l'enfant naît dans l'espace de la femme, mais n'est présenté au public qu'après quelques mois, 4 mois généralement, mais on le fait sortir, comme vous le voyez sur cette image-là, en dessous, comme s'il était enfanté par l'espace où il a été recueilli pendant 4 mois. Ou des fois, l'enfant doit sortir tout seul de l'espace, généralement, encore une fois, vers 4 mois, par son propre effort, en enjambant tout un tas d'obstacles, de parapets qu'on a mis à l'entrée ici. Et donc, il sort de cet espace-là comme il a dû se battre pour sortir, en quelque sorte, du sein maternel. Je regarde le temps et je me rends compte qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, je ne vais pas vous présenter les 7 autres principes. Je vais m'arrêter sur la gestation. Mais là aussi, vous pouvez trouver d'autres conférences où je prends le temps d'expliquer ces 8 principes et comment ils sont traduits spatialement et surtout comment, ensemble, ces 8 principes forment une sorte d'éthique dont la fonction est de montrer que le tout et la partie sont liés et qu'on doit, dans chaque geste humain, ménager ce lien-là. Alors, j'ai aussi voulu illustrer avec quelques images pour que vous voyez la variété de formes qu'on peut obtenir, mais à partir d'un postulat conceptuel unique. Là, c'est l'habitat des Mousgoum au Tchad et au nord du Cameroun.
Ensuite, là, vous avez l'habitat des Mundang, qui est une architecture qui a pratiquement disparu. Au Tchad aussi. Donc les Mundang, pour beaucoup, se sont islamisés et cette architecture est quelque peu tombée en désuétude. Mais vous voyez la relation de la maison au masque et cette sorte de fractal de la forme depuis l'élément le plus grand qui est le village jusqu'à l'élément le plus petit qui peut être un ustensile de cuisine. Et on a ce souci. La fractale est un des principes, un de ces 8 principes. Pour finir, l'architecture donc des Tamberma dont je vous ai parlé au tout début, l'architecture de petits fortins en terre, qui est une architecture défensive, qui elle aussi recycle donc l'ensemble des principes que j'aurais bien voulu avoir plus de temps pour vous présenter. Alors j'avance. J'avais été sélectionné pour exposer lors de la dernière, l'avant-dernière biennale d'architecture de Venise et justement j'avais voulu présenter cette micro-architecture dont la fonction était qu'elle pouvait permettre donc de lire les principes et d'imaginer des façons de les détourner et de sorte à obtenir des formes complètement différentes selon que le site est boisé euh, ou pas, montagneux, etc., etc. Alors, c'était un clin d'œil à Aldo van Eyck, qui est un architecte des avant-gardes, pour dire aussi que dans beaucoup de choses que je vous présente aujourd'hui, l'intuition a été nourrie en Occident même. Hein. Il y a eu beaucoup d'architectes qui, parce qu'ils ont fait un voyage en Afrique, ont vu le potentiel de ces principes dont je parle, de cette éthique du lien cosmique et de la façon de le traduire formellement, symboliquement dans des bâtiments pour qu'ils verrouillent dans la relation que les sociétés humaines ont à leur travail productif, une sorte d'éthique de protéger ce qui les dépasse plutôt que de vouloir les asservir. Enfin, relativement beaucoup de penseurs, d'architectes européens avaient déjà exploré ces pistes-là. Juste pour finir, je vais vous montrer quelques projets que nous avons actuellement en boîte dans les 2 minutes, je crois qu'il me reste, mais seulement juste pour montrer quelques images. Donc l'effort que nous avons, j'ai oublié de le dire, donc j'ai une association qui s'appelle l'Africaine d'architecture, qui donc essaie de développer du bâtiment, mais verrouillé sur cette éthique néo-vernaculaire. Les formes, donc, c'est de réparer les choses par le lieu où le problème se pose. Parce que si vous m'avez bien suivi, la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui et tous les problèmes que nous avons viennent des 2 principales ruptures qui sont ces ruptures civilisationnelles de l'homme avec la nature et de l'homme avec l'homme. Et il me semble que pour corriger le problème, l'architecte devrait de plus en plus produire du bâtiment, de l'objet, de la ville, qui, lui, multiplie le lien, donc une sorte de générosité du lien, une architecture qui invite au lien, et des architectures qui tissent avec la nature. Et c'est un peu ce que nous faisons. Là, je vous montre juste les tout derniers projets, les projets en cours dans notre petit studio. Voilà, je n'ai pas le temps de les commenter, mais je pourrais, s'il y a des questions, parler un peu de la démarche et de la façon dont nous procédons à l'africaine d'architecture. Je vous remercie. Merci, Sename Kofi. Et puis, je vous invite à vous, les participants, si vous avez des questions, à les positionner voilà, dans l'espace Q et R. Alors, est-ce que vous avez des questions? Nadine, peut-être, toi, tu as des questions?
Ben justement, Sénamé, je pense que ça serait intéressant que tu nous exposes un petit peu le travail que tu fais actuellement. Bon, je repartage mon écran, juste le temps de vous montrer peut-être le tout dernier projet. Donc, en ce moment, nous travaillons sur un projet de musée, entre guillemets. Vous savez il y a ce débat autour de la restitution des objets d'art africains. Et c'est un débat qui est saisi tout à fait officiellement par un certain nombre de gouvernements. C'est le cas du Bénin, où il y a une démarche officielle d'identification et de tentatives d'introduction de demandes de restitution. Au Togo, on n'a rien de la sorte pour l'instant, mais il s'est fait qu'un petit groupe de prêtres traditionnels réunis dans ce qu'on appelle l'UCCT, l'Union des cultes traditionnels du Togo, s'est mis en projet parce qu'il y a eu quand même au moins un collectionneur privé qui a voulu restituer un objet qui est un objet de culte, s'est mis en projet de se doter d'un lieu qui pourrait être en mesure donc d'accueillir de futurs objets qui viendraient d'envie presque spontanée de collectionneurs de restituer. Et donc, nous avons donc la charge à Gouégan, sud du Togo, de développer ce lieu qui accueillerait ces objets-là à l'intérieur d'un musée qui est un peu spécial puisqu'on nous demande de réinventer l'objet musée, de faire en sorte qu'il soit, en guillemets, décolonisé, qu'il ne soit pas un lieu qui, je n'ai pas envie de dire qui sacralise parce que c'est quand même la fonction d'un musée de sacraliser l'objet, et aussi parce que en réalité, on ne veut pas le sacraliser pour pouvoir lui permettre d'atteindre un statut de sacré, mais du coup un musée où, pour faire simple, les objets pourraient être pris de temps en temps, être réintégrés dans un circuit beaucoup plus cultuel, et donc à servir à ce qu'ils n'ont pas servi à tout le temps où ils ont été, entre guillemets, séquestrés en Occident, mais une approche qui quand même les préserve pour que, puisque ces objets pour certains, ont joué un rôle important dans l'histoire. Si vous connaissez les avant-gardes, l'histoire du cubisme, etc., vous comprenez qu'on ne peut pas, pour beaucoup de lieux qui préservent aujourd'hui ces objets, juste les rendre et s'accommoder du fait qu'ils pourraient disparaître demain parce que on les a complètement réintégrés dans des temples et ils font l'objet d'usages qui les menacent directement, qui menacent directement leur intégrité. Et donc, on est parti donc en utilisant donc à partir de 8 principes dont je vous ai parlé, on a développé un outil qui s'appelle la grille en 8 et qui révèle notamment la relation de ces 8 principes avec ce qu'on appelle la spirale d'or. Et on est parti donc sur cet élément-là qui est un élément très fort dans les conceptions traditionnelles de cette région de, du, du mouvement cohérent comme étant toujours spirale, notamment de la relation à une divinité particulière qui est le dieu Dent, le dieu serpent. On a donc projeté sur ce plan-là pour avoir un discours comme architecte compréhensible pour les prêtres qui sont des prêtres de ce qu'on appelle vulgairement le vaudouin. Et en réalité, les prêtres ont été complètement déroutés au début. Puisque eux, comme tout Africain aujourd'hui, sont plutôt en réalité dans la fascination et ne voient pas le potentiel de leur propre concept presque intime pour projeter du nouveau, du moderne, du contemporain. Voilà. Et donc le bâtiment est en tout cas projeté aujourd'hui en partie en pisé, en impression 3D, et le chantier est censé chantier pour lequel on est en pleine levée de fonds est censé donc se dérouler comme un chantier école
où donc la communauté d'Aquegan serait invitée à participer dans la mise en place de chacune des dimensions du projet. Merci. Je vois qu'il y a quelques questions pour vous. Comment voyez-vous la synergie entre un bâtiment contemporain et le vernaculaire? Ah, votre micro est coupé, Smani. Oui, j'étais en train de dire que la définition que je fais du vernaculaire n'est pas du tout passéiste. Un bâtiment contemporain peut être vernaculaire du moment où il produit cet effort d'être vraiment intégré à son territoire, au minimum de sourcer des ressources et des dynamiques qui sont du cru et d'adresser très ponctuellement, d'être situé en quelque sorte le vernaculaire peut être contemporain. Je pense même que c'est sa vocation. Le vernaculaire, c'est d'être contemporain. D'accord. Autre question, merci pour votre intervention. Vous avez évoqué l'idée de lab qui essaime sur des quartiers de la ville. Est-ce que vous avez établi un protocole agricole ou de recherche ou des partenariats avec des réseaux internationaux comme le réseau Fab Lab, par exemple? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre le sens de la question. Donc, nous, on est un des principaux acteurs du mouvement Fab Lab sur le continent et même, c'est même pas que sur le continent. Wellab, qui est donc notre réseau de Fab Lab, existe, est plus vieux que 80% des Fab Labs français. Et moi, j'ai le souvenir d'avoir pris énormément de café avec des gens en France qui voulaient créer leur Fab Lab et qui donc nous consultaient pour me demander conseil. Donc, on a inspiré énormément de Fab Lab sur le continent. On en a inspiré en France même. Je ne me retrouve pas, moi, dans les réseaux de Fab Lab. Je trouve qu'ils sont éloignés singulièrement de la radicalité qui a présidé à ce mouvement. Et on a des relations plutôt directes. On a en tout cas les premières années investi beaucoup dans des événements panafricains où on invitait toutes les autres communautés tech, Fab Lab, à nos frais d'ailleurs, pour qu'ils viennent collaborer avec nous. Et il me semble que c'est la meilleure façon de procéder plutôt que de retomber dans des logiques de réseaux qui souvent, en tout cas de ce que j'observe, ici sur le continent, sont assez stériles. Sur le côté agriculture, on a bricolé ces 10 dernières années parce qu'aussi, je ne l'ai pas dit, mais l'expérimentation UpCity dont je vous ai parlé est financée entièrement sur fonds propres. Et donc, on a fait vraiment avec les moyens de bord, avec l'appui de quelques étudiants des écoles d'agronomie qu'on a ici. Et il y a certainement des angles morts dans ce qu'on a pu développer comme expérience, mais on va être capable les années qui viennent de corriger cela et d'appeler à plus d'expertise parce que désormais on est soutenu et depuis donc quelques jours pratiquement le projet a de la subvention. D'accord, merci. Dernière question, je pense. Comment imaginez-vous la mise en place d'une interaction, notamment auprès des nouvelles générations, de l'intégration des connaissances des anciennes lignées dans le processus de fabrication de l'architecture contemporaine? Je pense que beaucoup doit passer par les écoles d'architecture. La difficulté, c'est qu'il n'y en a pas énormément. Il y a une situation relativement monopolistique de l'enseignement de l'architecture que je dénonce et qui me crée énormément de problèmes d'ailleurs. Mais il faudrait donc que l'école, si on se résout à n'en avoir qu'une, où les écoles intègrent cela dans leur curricula. Les anciens sont toujours là. Et même quand ils sont pas là, en réalité, les anthropologues ont souvent ont bon dos, ils sont souvent critiqués.
Mais beaucoup de jeunes occidentaux ont fait un travail formidable en partant leur sac à dos, aller s'enfermer dans des villages pendant des années, des mois, pour collecter un savoir qui est complètement mésestimé des Africains eux-mêmes et qui est dans des bibliothèques, au Quai Branly, etc. Mais c'est le travail des écoles de sourcer ces travaux, de recréer des relations avec les praticiens vernaculaires qui existent encore et de développer vraiment cela comme une vision qui serait une vision tout à fait légitime, une approche tout à fait légitime de l'architecture. Pour l'instant, ce n'est pas ce qui se passe. D'accord, oui. Je pense que c'est un constat que font beaucoup par rapport à la formation en école. Très bien, je vois qu'il n'y a plus de questions. Il y a beaucoup de remerciements pour votre participation. Voilà, dont Gaëlle, qui a été présente comme spectatrice, avec qui vous avez été en relation pour monter ce webinaire. Merci Gaëlle. Qui est très, très contente de votre intervention, passionnée, comme toujours. Voilà, passionnante intervention, des actions radicalement novatrices, loin du capitalisme. Bon, voilà, elle vous enverra un mail prochainement par rapport à des constats qu'elle a fait. Et je regarde, là, j'ai ma petite caméra qui me gêne. Voilà, donc beaucoup de remerciements, nous-mêmes, Oui, grand merci de nous avoir donné cette disponibilité, d'avoir permis à nos adhérents de profiter de ces savoirs, de cette expérience qui, on l'espère, sèmera des petites graines dans les esprits de chacun et chacune. Voilà, on va peut-être vous libérer parce que je crois qu'on était parti sur une intervention d'1 heure, ça fait déjà un peu plus d'1 heure et demie. Nadine, tu veux peut-être dire un Voilà, mot? ouais. Non, je voulais simplement vraiment remercier Senami parce que c'était vraiment passionnant. Et peut-être qu'on peut faire circuler un peu des vidéos, puisque j'ai compris qu'il y avait d'autres conférences qu'on pourrait peut-être aussi, ou peut-être des livres, voilà, de la documentation. Et je pense que ça pourra intéresser les participants aussi qui étaient là. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Tout à fait, absolument. Merci à vous pour l'invitation et pour l'accueil et à bientôt. C'était À avec bientôt. plaisir. Donc, on vous libère et puis on va demander à nos adhérents présents de rester Restez un peu avec nous le temps de encore lire. un peu. Voilà.